Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Alors, j'ai d'abord quelques pouvoirs. Donc, j'ai le pouvoir de Dominique Saint-Pierre à Elisabeth Borson, de Laura Vacher à Pierre Pérez et de Xavier Dulin à moi-même. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? Ah, on me donne à l'instant, il y a un pouvoir à Jean-Pierre Ruffier d'Édith Livernois. Oh, pardon. Et un pouvoir de Bernadette Laclais à Jean-Benoît Serino. Oui, monsieur Serino. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous seriez... on a un petit contretemps. Madame Levrault va arriver d'ici une petite demi-heure. Est-ce qu'on peut considérer que Madame Capriolio a son pouvoir et qu'on régularise ensuite? Il y aura une demi-heure. Donc, je pense. Merci. Très bien. Je voudrais, au début de ce conseil, de manière publique, présenter nos condoléances à notre collègue Dominique Mornan, qui a perdu sa maman il y a seulement quelques jours. Voilà, le compte-rendu de la séance du 26 septembre a été diffusé, il n'y a eu aucune observation. Est-ce que je peux considérer qu'il est fidèle? Oui. Damien Varon est le secrétaire de séance. Nous allons, avant d'ouvrir formellement la séance du conseil municipal, avoir une présentation que j'ai souhaitée d'une structure qui, tout en étant indépendante, est quand même l'un des bras armés essentiels d'une ville, c'est le CCAS, pour mener une partie de la politique sociale que nous souhaitons conduire. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Françoise Bovier-Lapierre, en tant que vice-présidente du CCAS, de bien vouloir, après l'envoi du compte-rendu d'activité, comme cela se fait chaque année, que vous avez reçu il y a à peu près 2 mois, faire une présentation de l'activité du CCAS au niveau de notre conseil municipal. Pour ce faire, ces propos pourront éventuellement être complétés par les propos de la direction du CCAS, et à travers eux, je veux saluer l'ensemble du personnel du CCAS. On parle régulièrement du personnel municipal, mais on ne parle pas aussi publiquement du personnel du CCAS. Donc je voudrais remercier le personnel du CCAS pour l'action qui est conduite au quotidien, parce que pratiquement toutes les fonctions du membre du personnel du CCAS sont des fonctions difficiles sur le plan humain. Difficiles soit à cause de l'extrême fragilité, quelle que soit la forme de la fragilité, des personnes qui sont accompagnées, aidées, rencontrées, secourues, soit à cause de l'état physique des personnes, notamment le vieillissement de la population, le grand âge, comme l'on dit pudiquement, amène des situations de très grande fragilité qui demandent une motivation, je dis bien une motivation, et une mobilisation importante du personnel. Et je vous demande donc de leur transmettre très officiellement les remerciements pour ce qu'ils font et les encouragements du maire et du conseil municipal. Françoise Bovier-Lapierre, vous avez la parole pour la présentation que vous nous proposez. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous présente donc le bilan d'activité 2015 du CCAS. Donc, comme vous venez de le dire, chacun d'entre vous l'a reçu il y a quelques semaines, et c'est une première de présenter ce bilan au conseil municipal, et nous vous en remercions. Alors, tout d'abord, permettez-moi quelques rappels. Donc, le CCAS de Chambéry, comme tous les CCAS de France, trouve son origine dans les bureaux de bienfaisance créés par la loi du 7 Frimaire en 5 et dans les bureaux d'aide sociale créés par le décret du 29 novembre 1953, et c'est en 1978 que les bureaux d'aide sociale deviennent les CCAS, et en 1995 que sont précisées leur mission et leur organisation. Donc le CCAS de Chambéry est un établissement public autonome avec une personnalité juridique à part entière, un conseil d'administration, un budget propre et un personnel propre,
Le conseil d'administration dans lequel certains d'entre vous siègent est présidé de droit par le maire. Il est composé pour moitié d'élus issus du conseil municipal et pour moitié de personnes qualifiées nommées par l'autorité territoriale. Conformément à l'article L123.5 du Code de l'action sociale et des familles, les CCAF doivent exercer les missions obligatoires suivantes: domiciliation des personnes sans domicile fixe, instruction des demandes d'aide sociale légale et lutte contre l'exclusion. Ils exercent également des missions facultatives spécifiques s'inscrivant dans la politique de l'association de la ville et définie par le conseil d'administration. Même si, comme on l'a vu précédemment, le CCAS est un établissement autonome, il a des liens forts avec la ville, comme le partage des instances paritaires, comme les liens de partenariat entre les services du CCAS et ceux de la ville. On peut par exemple citer le partenariat entre la structure Chrysalide et le service petite enfance, et celui entre les établissements d'hébergement et les bibliothèques. Pour remplir ses missions, en 2015, le CCAS a pu s'appuyer sur 360 agents, en majorité des femmes. Elles représentent 91% de l'effectif. Leur moyenne d'âge est de 45 ans. Ces agences sont réparties dans 5 filières. 40% à la filière sociale, 29% à la filière médico-sociale, 20% appartenant à la filière administrative, 8% à la filière technique et 3% à la filière animation. Avant d'évoquer les recettes et les dépenses 2015, je me permets de vous rappeler les obligations réglementaires en matière financière et comptable auxquelles les CCAS doivent répondre. Il doit, donc le CCAS de Chambéry et les autres bien sûr, présenter un budget par service et par établissement. Il doit voter la plupart de ses budgets en octobre. Son conseil d'administration n'est pas libre de fixer les tarifs de la plupart des prestations qu'il fournit. Pour les services et les établissements relevant à la fois de l'hébergement, de la dépendance et du soin, c'est-à-dire pour nous, pour les 2 EHPAD, pour l'accueil de jour et la structure de répit Corolle, il est soumis à des règles comptables contraignantes régies par une convention tripartite entre l'ARS, le CCAS et le conseil départemental. Cette convention définit réglementairement 3 sections budgétaires étanches entre elles: la section soins à la charge des régimes d'assurance maladie, dont la dotation est arrêtée par l'ARS, la section dépendance à la charge du département et la section hébergement à la charge du résident, avec une éventuelle intervention de l'aide sociale. Donc, pour remplir ses missions, le CCAS a disposé en 2015 d'un budget d'environ 17 700 000 €. Les recettes aux résultats reportés proviennent en 2015 essentiellement pour 42% des prestations de services réglées par les usagers, pour 19% des subventions de l'État, pour 5% des subventions du conseil départemental et en 2015 pour 28% environ de la subvention d'équilibre de la ville. En effet, en 2015, vous vous en souvenez certainement, cette subvention a été augmentée d'une enveloppe exceptionnelle de 940 000 € afin de permettre au CCAS de faire face aux déficits cumulés les années antérieures par certains services. Les dépenses hors résultats reportés concernent pour 69% la masse salariale et le risque statutaire, 9% les loyers et les charges, 17% les charges à caractère général et pour 2% les amortissements. En 2015, les données comptables font apparaître une situation financière meilleure qu'en 2014. Il faut rechercher les causes de ce redressement. Sur le volet recettes, dans la subvention exceptionnelle de la ville de 940 000 € dont je viens de vous parler,
dans l'autorisation du ministère de l'Économie de reprendre 230 000 € d'excédent d'investissement sur le budget hébergement. Sur le volet dépenses, dans la diminution de 15% des charges de fonctionnement sur le budget hébergement suite à la restructuration de l'offre d'hébergement aux personnes âgées autonomes qui a redonné du dynamisme au foyer logement de Majoie et de la Calamine. Mais sans la mobilisation forte de l'encadrement et des équipes de terrain du CCAS, ce redressement n'aurait pas pu avoir lieu, qu'ils en soient ici remerciés. Ils savent bien que dans ce contexte de financement public contraint, ils doivent poursuivre leurs efforts pour contribuer à répondre aux besoins des Chambériens. Je sais que les Chambériens peuvent compter sur eux. Je voudrais maintenant vous présenter l'organigramme du CCAS. Il est piloté par la direction générale chargée de la mise en œuvre des orientations politiques. Son organisation est construite autour de 3 secteurs, chacun placé sous la responsabilité d'une directrice. Le secteur des services d'aide à la personne, le secteur de l'accueil en résidence et le secteur de l'administration générale. Ce dernier secteur, qui soutient les 2 autres et leur permet de fonctionner, comporte une dizaine de services environ, dont le pôle finance, la cellule préventeur, le pôle technique, le secrétariat administratif et le service formation. Je voudrais maintenant vous présenter les 2 autres secteurs, en commençant par celui du secteur des services d'aide à la personne. Il comprend le service d'aide à domicile, qui, comme tous les services de ce type, rencontre d'énormes difficultés financières. À la suite de l'audit réalisé, un plan d'action pour assurer sa pérennité a été mis en œuvre à partir du second trimestre 2015 pour, d'une part, adapter les prestations aux besoins des usagers et pour, d'autre part, moderniser le service. Il comprend le service de soins infirmiers à domicile qui, malgré les mesures prises pour améliorer la gestion du service et contenir la masse salariale, reste dans une situation financière extrêmement tendue, comme d'ailleurs tous les SIAD du département et, je crois, de France. Il apparaît que les dotations de l'ARS ne sont pas suffisantes au regard des besoins. Comme le note d'ailleurs la Cour des comptes elle-même, la dotation financière forfaitaire de l'ARS ne tient pas compte de la réalité des soins infirmiers et techniques accomplis, et sans une réforme de la tarification, les SIAD seront dans l'impossibilité de prendre en charge des patients dont l'état de santé nécessite plusieurs passages dans la journée de professionnels du soin, ce qui risque, à mon sens, d'augmenter les hospitalisations, ce qui n'est absolument pas satisfaisant. Il comprend également le service animation, qui est actuellement en pleine réflexion sur les modalités d'intervention au regard des besoins des publics les plus fragiles et les plus isolés et au regard des changements de société. Il continuera, ce service, de travailler en lien et en partenariat avec les clubs. Ce secteur comprend également le pôle social, chargé d'instruire les demandes d'aide légale, de suivre les contrats d'accompagnement au RSA, d'instruire les dossiers en vue d'attribution d'aide financière par la commission d'urgence ou la commission permanente, où d'ailleurs certains d'entre vous siègent. Enfin, ce secteur des services d'aide à la personne comprend 3 structures en faveur des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. D'une part, il comprend l'ESAD, équipe spécifique d'accompagnement à domicile qui intervient sur prescription. Elle a comme mission essentielle de contribuer au ralentissement de l'évolution de la maladie en préservant l'autonomie et le maintien à domicile dans les meilleures conditions. D'autre part, l'accueil de jour, lieu de vie, d'une capacité de 10 places, accueillant en journée des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Et enfin, Corolle, structure de répit de 10 places. Elle accueille les personnes pour une durée de 3 mois par an en continu ou en plusieurs séjours lorsque leurs aidants sont indisponibles ou ont besoin de repos.
L'équilibre budgétaire de cette structure reste extrêmement fragile et n'a pu être atteint en 2015 que grâce à une subvention conséquente de la ville. Je pense que vous avez pu consulter dans le document qui vous a été adressé, donc il y a plusieurs semaines, tous les éléments statistiques de l'activité de ces différentes structures. Je voudrais maintenant évoquer le secteur accueil en résidence. Il regroupe l'ensemble des établissements gérés par le CCAS, que ceux-ci s'adressent aux personnes âgées ou aux personnes rencontrant des difficultés sociales. Ce secteur gère donc les résidences autonomie de Majoie et de la Calamine, qui sont des résidences pour des personnes âgées autonomes. Il gère les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes, les Clématis et les Charmilles. 2. La résidence sociale des Épinettes, la Maison Relais, Chrysalide, établissement qui accueille pour un temps limité des jeunes parents ayant besoin d'une aide à la parentalité. 2015 a été une année particulièrement riche pour ce secteur accueil en résidence. 2015 a vu la restructuration de l'offre d'hébergement pour l'adapter aux besoins actuels de la population. Augmentation prévue du nombre de lits d'EHPAD passant de 82 à 157. Malheureusement, cette augmentation programmée en juin 2015 n'a pu se réaliser en raison de graves intempéries qui ont affecté le quartier de Bissy. Diminution du nombre de places d'EHPAD passant de 206 à 129, ces structures d'hébergement ne répondant plus à la demande actuelle des personnes âgées, la fermeture des Charmilles 1 et de la résidence François Boyer a été réalisée mi-2015. Les résidents de ces deux structures ont été accompagnés avec compétence et bienveillance par l'équipe du service accueil en résidence. Ils ont été accompagnés selon leur choix, soit à la Calamine, soit à Majoie, dans des appartements rénovés. Les résidents de François Boyer qui ont fait le choix de rester dans le logement ont été accompagnés vers les structures et les services du quartier. Un local de permanence expérimental a été ouvert afin de proposer un lieu d'écoute, d'échange et de convivialité. 2015 a vu l'embellissement et la mise aux normes de l'accessibilité des deux résidences autonomie grâce en grande partie à la recherche de financements nouveaux. À Majoie, ce sont les peintures et les éclairages des parties communes qui ont été reprises et c'est surtout le jardin qui a été aménagé de façon à ce que les résidents puissent s'y promener avec plaisir et en toute sécurité, même si leur marche est hésitante. À la Calamine, c'est l'entrée qui a été réaménagée avec la création de portes à ouverture automatique et l'installation d'un deuxième ascenseur tant attendu. Ces deux établissements, depuis mi-2015, proposent des prestations nouvelles comme des repas le soir et une laverie. Alors que les équipes du CCAS avaient travaillé d'arrache-pied pour que l'ouverture du nouvel EHPAD des Charmilles se fasse dans les meilleures conditions mi-2015, un événement que l'on ne peut pas passer sous silence l'a empêché. L'inondation qui a frappé le quartier de Bissy le 7 juin 2015 a endommagé de nombreuses installations du nouvel EHPAD, retardant ainsi son ouverture de 6 mois. Ce retard a encore aggravé le déficit cumulé de cet établissement et fin 2015, l'EHPAD transitoire présentait un déficit cumulé de près de 425 000 €, qui est potentiellement réintégrable au budget du nouvel EHPAD des Charmelles, risquant ainsi de le pénaliser gravement. La reprise de ce déficit en tout ou en partie est en cours de négociation pour la partie soins avec l'ARS, pour la partie dépendance avec le conseil départemental, le CCAS reprenant, lui, le déficit lié à l'hébergement. En 2015, sous la houlette de la directrice de Majoie, le CCAS a porté l'organisation des Olympiades, manifestations sportives et conviviales, rassemblant 24 équipes d'établissements du département accueillant des personnes âgées. Ce sont 400 personnes qui ont participé avec enthousiasme à cette journée. Merci aux 40 professionnels volontaires qui les ont accompagnés. D'autres moments d'échange et de convivialité ont été organisés. On peut citer par exemple la kermesse inter-établissement et la Semaine bleue. En 2015,
pour renforcer le taux d'occupation des épinettes et garantir celui de la maison relais et des chrysalines, leurs responsables ont renforcé leur vigilance pour que les procédures d'admission soient les plus efficientes possibles, ont accéléré le rythme des réfections des appartements pour que la vacance des logements soit la plus courte possible, ont accompagné les résidents pour que les impayés soient réduits à leurs limites incontournables. Je voudrais maintenant évoquer les perspectives de 2016, dont vous vous en doutez, certaines sont déjà bien mises en place. Donc, en ce qui concerne les établissements d'hébergement, 2016 a vu l'ouverture tant attendue des Charmilles 2. Le premier semestre a été difficile pour les équipes du CCAS et celles de la SAIEM. Les professionnels, quel que soit leur rôle dans la structure, ont fait face avec courage et persévérance aux problèmes de tous ordres qui n'ont pas manqué de surgir pendant cette période. Tout n'est pas encore parfait, mais de grandes améliorations sont en cours grâce aux efforts conjugués de l'équipe de l'EHPAD et de celle de la SAIEM. Septembre 2016 a vu l'ouverture du pôle Alzheimer avec le regroupement de l'équipe spécialisée d'accompagnement à domicile, de l'accueil de jour, de la structure de répit dans un même lieu. Ce pôle propose une réelle expertise dans la prise en charge des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou par des maladies apparentées. Il propose une véritable chaîne des dispositifs permettant leur maintien à domicile. Son inauguration aura lieu dans quelques semaines et vous y serez tous bien cordialement invités. 2016 a vu également le lancement de l'analyse des besoins sociaux en collaboration avec la ville. Bien sûr, cette analyse permettra au CCAS d'adapter ses réponses, mais aussi à la ville d'adapter sa politique d'action sociale globale aux besoins de la population. La démarche d'évaluation et d'amélioration continue de la qualité des prestations sera poursuivie. Évaluation externe, enquête de satisfaction continueront à être réalisées pour que les prestations proposées s'inscrivent dans la volonté d'adapter le service à l'usager. La conception d'un outil commun à tous les services facilitant l'évaluation et le suivi des prestations est un objectif à atteindre. Les travaux d'embellissement des résidences autonomie seront poursuivis. Je profite de cette présentation pour rappeler aux membres du conseil municipal qu'un multi-accueil sera installé début 2017 à la Calémine. Les travaux et le projet intergénérationnel sont en cours de réalisation. La recherche de financement nouveau sera poursuivie. L'activité de fourniture des repas à domicile sera développée. Le service des aides à domicile, conscient d'évoluer dans un contexte de plus en plus concurrentiel, poursuivra son plan d'adaptation et de modernisation. Dans ce cadre, depuis septembre 2016, un accompagnement véhiculé est proposé aux usagers. Comme tous les établissements de soins, lors de l'été 2016, il a été extrêmement difficile de trouver des aides-soignantes pour effectuer les remplacements dans les EHPAD. Une réflexion est en cours pour essayer de remédier à cette difficulté qui ne nous est pas propre et que l'on espère transitoire. Comme vous le savez, au cours de ces dernières années, les métiers de l'accompagnement à la personne se sont transformés. Comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, ce sont des métiers extrêmement difficiles physiquement et psychiquement. L'accompagnement d'un senior qui a besoin d'une aide pour l'entretien de son domicile n'a rien à voir avec l'accompagnement d'une personne âgée dépendante qui a besoin d'une aide à la toilette ou d'une aide au coucher, etc. Dans le cadre du travail sur les risques psychosociaux, une réflexion sur l'accompagnement des agents dont l'état de santé nécessite un reclassement sera engagée. Je voudrais terminer cette présentation en évoquant l'accueil des couples en EHPAD. C'est une demande qui n'existait pas il y a quelque temps et que l'on voit aujourd'hui apparaître. Or, souvent, les membres du couple qui souhaitent rentrer ont des pathologies différentes, donc des besoins différents et une espérance de vie différente. Les EHPAD ont été conçus comme des établissements de soins organisés pour accueillir des personnes seules, dépendantes, souvent veufs ou veuves.
Nous pensons que les EHPAD devront s'ouvrir à ce nouveau besoin et s'organiser pour accueillir avec bienveillance ces couples en leur permettant de poursuivre dans la sérénité leur vie de couple. Une réflexion sur ce point devra être engagée et je ne pense pas qu'au niveau local. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, un résumé des activités, des perspectives et des enjeux du CCAS. Et permettez-moi, avant de terminer, de remercier la direction, comme vous l'avez fait, et tous les membres des équipes du CCAS qui, tout en sachant s'investir dans des actions de restructuration des services, n'ont jamais oublié, comme nous, tous ici, que la première mission des CCAS, c'est l'accompagnement des Chambériens les plus fragiles. Voilà. Merci Madame Bovy-Lapierre. Vous me permettrez d'ajouter aux remerciements que vous avez adressés les remerciements qui sont dus à l'équipe du conseil d'administration qui vous entoure. Je sais que vous prenez tous beaucoup à cœur cette action particulière au service d'une frange de Chambériens. Elle demande beaucoup d'engagement et je sais que chacune et chacun des membres du CCAS, du conseil d'administration du CCAS, qu'ils soient d'ailleurs élus ou personnes qualifiées, a un engagement fort, identique pour cette noble cause. Voilà, je vous propose, chers collègues, avant d'ouvrir le conseil municipal, qu'on ait quelques échanges sur la question du CCAS. Donc je suis prêt à prendre quelques questions si vous en avez. Madame Marchand. Merci Monsieur le maire, merci Madame la vice-présidente de ce rapport très intéressant et qui reflète bien aussi la teneur des débats que nous avons en conseil d'administration, qui est un vrai lieu d'échange et de travail constructif. Comme vous l'avez bien fait remarquer, un véritable effort a été conduit depuis plusieurs années et toujours maintenant quant à la capacité d'accueil des personnes âgées dépendantes. Néanmoins, les demandes restent importantes, on le voit à la commission permanente, et risquent d'augmenter compte tenu du vieillissement de la population, du vieillissement prévisible de la population. Nous aimerions savoir s'il y a des dispositions qui sont prises à ce sujet. Qu'entendez-vous conduire, sachant que l'expérience prouve qu'un établissement ne peut pas sortir de terre en 3 minutes et qu'il y avait eu un projet autour de l'ex-clinique Poirier qui semble avoir été abandonné, mais vous avez peut-être d'autres projets et je vous remercie de bien vouloir nous en parler parce que c'est une question importante. Merci. Très bien. Vos questions ? Non, je n'en vois pas. Oui, j'aurais encore une autre toute petite question sur l'analyse des besoins sociaux, qui est véritablement une obligation premièrement, mais quelque chose de très très important. Nous aimerions savoir, Madame Bovy-Lapierre, j'ai pas le souvenir que ça a été évoqué en conseil d'administration et je n'avais pas posé la question. Est-ce qu'on a une idée de la date de la fin de cette étude et des modalités de restitution? Merci. On en est pour l'instant, on a lancé. Pour l'instant, le marché vient d'être lancé, donc je ne peux pas vous donner encore les échéances, mais bien sûr qu'en conseil d'administration, cela sera fait. On peut même prévoir un point au prochain, si vous le souhaitez, hein, pour vous dire un petit peu... Voilà. Hein. Monsieur Dupassieux. Oui, bonsoir à tous. Sur la question des soins à domicile, donc, vous avez effectivement insisté sur le fait que c'était un service qui était en diminution. La diminution a dû commencer dans les années 2012 à peu près. Hein. Au plus fort, je crois qu'on est monté à 105, 110 prises en charge annuelles. Je crois que c'était autour de 63, il me semble, dans le rapport. Donc une forte diminution due au fait que la prise en charge de l'ARS a beaucoup diminué. Mais le fait que la diminution de la prise en charge ait diminué, enfin moi c'est l'explication que j'ai, mais vous avez peut-être complété. C'est pas l'ARS, mais bon, la prise en charge a fortement diminué, et donc ça ne fait pas disparaître le besoin. Il y a forcément des personnes qui aujourd'hui ont besoin de cette aide à domicile et qui aujourd'hui ne sont pas prises en charge faute de moyens de se le financer. Et donc je pense que c'est un sujet important à examiner. Comment fait-on pour effectivement continuer à maintenir ce service, au moins au niveau de ce qu'il était dans les années les plus fortes, parce que comme le disait ma collègue Françoise Marchand, le besoin ne va pas diminuer,
Et donc, il y a un vrai souci là-dessus, effectivement, sur comment on maintient ce service. Par ailleurs, vous avez évoqué aussi l'analyse des besoins. L'étude a été lancée, semble-t-il. Quand est-ce qu'on en aura le retour et la présentation ? Si vous voulez bien répondre à la dernière observation, puis après on donnera peut-être la parole à pour l'ABS, je venais de répondre à Madame Carton. C'est pas l'ARS qui, pour le service d'aide à domicile, mais Madame Carton va peut-être vous répondre plus précisément sur... et puis je voudrais vous dire, Monsieur Dupassieux, le problème des aides à domicile, on se trouve dans un marché, comme je l'ai dit, maintenant extrêmement concurrentiel. Il y a plus... avant, il y a une multitude de services qui se sont créés, et puis il y a le chèque emploi service également. Hein, donc on est dans un marché concurrentiel. Madame Carton, si vous voulez bien compléter aide. Sur le SIAD, en fait, le nombre de places est le même qu'il y a quelques années. Ça n'a pas diminué. Le nombre de places n'a pas diminué. Par contre, aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est connu sur l'ensemble des SIAD du département, c'est-à-dire que les dotations qui nous sont attribuées par l'ARS ne nous permettent plus de fonctionner. On génère donc du déficit, ce qui est une vraie situation préoccupante et qui peut à terme avoir un impact sur les prises en charge qu'on va pouvoir assurer, parce qu'effectivement, plus une prise en charge est lourde, plus elle a besoin de temps soignant, et si les moyens ne sont pas conformes aux besoins, on va être obligé effectivement de faire peut-être du tri sur les prises en charge. On espère aujourd'hui ne pas en arriver là, mais on a des discussions avec l'ARS qui ne nous rendent pas optimistes sur la question. Mais au niveau du nombre de places, le nombre de places n'a pas diminué. Non, c'est l'ARS. Non, mais qui a diminué. Ah, alors là, on est sur le champ de l'aide à domicile où effectivement, sur le champ de l'aide à domicile, on avait une grosse partie, la moitié des prises en charge qui étaient donc issues de la CARSAT, c'est-à-dire la caisse de retraite. Or, il y a quelques années, les prises en charge ont considérablement diminué. Et effectivement, on a par exemple des situations où on avait une prise en charge pour 12 heures mensuelles qui sont retombées à 4 heures par exemple ou 6 heures, ce qui a effectivement a posé un vrai souci au niveau de la gestion du service et ce qui a occasionné des situations délicates chez les usagers. Sur la première question qui a été posée par Madame Marchand sur l'avenir des EHPAD à Chambéry, depuis notre arrivée, on a d'abord mobiliser notre énergie sur le problème du transfert aux charmilles et sur la couverture du déficit de l'EHPAD provisoire. Puisque forcément l'EHPAD provisoire, compte tenu de sa taille, il générait un déficit qui devait être repris. C'est ce qui avait été convenu dans le nouvel EHPAD, mais le fait qu'on ait prolongé de 6 mois le fonctionnement ancien à cause des inondations a compliqué les choses. Dans le même temps, on a engagé des discussions avec l'ARS sur la suite. Et là, j'avoue que la douche a été à une température assez froide, puisque l'ARS nous a clairement répondu qu'il n'y avait pas de projet nouveau finançable avant 2023 sur l'agglomération chambérienne, puisque l'agglomération chambérienne était considérée comme pourvue. Bon. Donc, je ne vous cache pas que nous étions plusieurs autour de la table le jour où j'en vois certains qui étaient autour de la table leur sourire encore, parce que le choc a été un peu violent, y compris dans ma réaction, parce que j'ai trouvé que cette réponse était un peu inacceptable, c'est un bas mot, quoi. Voilà. Donc, pour autant, nous avons demandé au CCAS et à Madame Carton d'engager l'ensemble des démarches pour l'élaboration d'un dossier en vue d'une ouverture le plus rapidement possible. Et cette ouverture se ferait en accord avec les maires de Bassin et de Saint-Alban-Lès, puisque c'est dans ce secteur de Chambéry qu'il y a aujourd'hui un déficit en résidence pour personnes âgées à domicile. Parce que dans ce genre d'établissement, cela a été un peu souligné par François Bovier-Lapierre dans son intervention, mais sous un autre aspect. Vous avez une personne âgée qui est hospitalisée, mais vous avez l'autre, qui n'est pas forcément, heureusement, au stade de rentrer lui-même en EHPAD, et qui veut pouvoir
visiter de manière régulière, voire quotidiennement, le conjoint ou la conjointe. Et donc la localisation, le fait d'avoir des EHPAD dispersés dans les différents coins de la ville, nous paraît être quelque chose d'extrêmement important. Donc aujourd'hui, on a les Clématis à Chambéry-le-Haut, on a les Charmilles à Bissy, on a dans le secteur du Biolay et de Montget tout le pôle qui n'est pas géré par la ville, mais qui est le pôle de l'hôpital. On a Saint-Benoît, dont on ne parle jamais, mais je rappelle que Saint-Benoît est un établissement privé à caractère public, puisque c'est le maire qui est président du conseil d'administration de droit et que la présidence est exercée par délégation et que le prix de journée de Saint-Benoît est dans l'ordre de grandeur des autres prix de journée dans l'agglomération. Donc le secteur qui nous paraît devoir être à pourvoir, c'est le secteur est de la ville. Or, sur ce secteur, force est de constater que nous n'avons plus de réserve foncière, nous n'avons pas de réserve foncière. Or, la commune de Bassin en particulier, avec le périmètre de l'hôpital de Bassin et les terrains que l'hôpital a cédés à la commune, pourraient permettre d'accueillir un nouvel établissement qui serait de ce fait un peu intercommunal, quoi. Voilà ce sur quoi nous travaillons actuellement. Oui, Madame Marchand. Oui. Merci de votre réponse, Monsieur le maire. Je voulais juste une précision pour ne pas dire de bêtises, mais il me semble, Madame Beauvais-Lapierre, qu'en commission permanente, on a un reliquat à peu près constant de 300 demandes, qui sont certes pas des demandes toutes pour les gens, je disais à mes collègues, les 300 personnes ne sont pas prêtes à rentrer dans un EHPAD dès le lendemain, il y a des demandes de précaution. Est-ce que vous avez une évaluation, Madame Carton peut nous aider, des demandes qui sont, j'allais dire, vraiment urgentes, parce qu'on connaît tous des familles qui sont vraiment dans des difficultés avec des personnes âgées dépendantes pour lesquelles il n'y a pas de solution. Comme vous le dites, Madame Marchand, il y a des demandes de précaution, et c'est vrai que l'équipe qui est là-bas, d'ailleurs, qu'on peut saluer, du pôle hébergement, qui, comment dire, est d'une vigilance tout à fait extrême pour que les situations les plus urgentes soient prises en compte. Et il y a tout un travail. Et quelquefois, il y a des paradoxes qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a des demandes qui sont demandées urgentes, et quand on interroge la personne pour rentrer, eh ben, c'est pas tout de suite, quoi. Donc c'est assez compliqué. Mais je vous assure que l'équipe fait un travail de fourmi pour que les personnes en difficulté rentrent le plus tôt possible, et d'autres choses leur sont proposées par le biais justement des aides à domicile, du SIAD, etc. Et quelquefois même quand une personne âgée, extrêmement dépendante, doit par exemple, parce que la famille a des difficultés, pas s'en occuper, va par exemple dans une ville autre que celle que Chambéry, ou dans un établissement en attendant plus cher, on laisse cette personne sur la liste d'attente. Elle n'est pas enlevée, de façon à ce qu'elle puisse revenir, pour que ses moyens lui permettent et pour que la proximité de sa famille puisse venir la visiter. Ce sont des personnes chambériennes. Juste, je vais pas insister plus longtemps. Juste, effectivement, ma question ne concernait pas le traitement de la liste d'attente, puisqu'on le fait très clairement en commission permanente, et je vois bien à quel point les équipes sont tout à fait, et vous-même, attentives à ça. Mais au-delà de ces précautions, ma question, elle est relative à l'ARS, c'est-à-dire quels sont nos arguments pour démontrer le besoin à l'ARS. C'est pas 300 personnes, effectivement, constamment, mais est-ce qu'on peut dire 200? Est-ce qu'on peut dire... Voilà, c'était dans cet esprit-là que ma question était posée. 40. Moi, j'ai comme ça une idée 40. Mais vous savez, la notion entre l'urgence de la personne quand elle est à domicile et l'urgence quand elle doit rentrer, il y a quelquefois une petite différence. Donc, moi, je dirais 40, mais peut-être que quand il y a une place qui se libère, l'équipe descend dans la liste. Oui, voilà. Enfin, d'expérience, ce qui se passe aussi, c'est la personne qui, et c'est là qu'il y a les cas parfois les plus pathétiques, c'est-à-dire la personne qui va relativement bien et pour lequel il y a un accident de toute forme, divers ou variés, qui nécessite une hospitalisation, et à la sortie de l'hospitalisation, il n'y a pas de réintégration à domicile possible, il faut forcément
envisager l'établissement. Et les appels au secours les plus importants que l'on a, c'est bien évidemment de ces familles qui se trouvent du jour au lendemain avec une équipe médicale à l'hôpital qui dit il faut libérer le lit, et une famille qui est absolument pas en mesure de recevoir, quoi. Et donc c'est là qu'il y a une tension. Le fait d'avoir un réseau au niveau de l'agglomération a amélioré les choses, mais je crois qu'aux 40 qui sont considérés comme urgents, qui représentent au passage un demi-établissement, hein, il faut aussi tenir compte du vieillissement de la population. Et quand on est à l'horizon 2023, on est déjà très loin, quoi. Moi, il y a quelques semaines en arrière, j'ai assisté plus exactement à une réunion où des chiffres de l'INSEE nous ont été présentés avec une projection de la population à l'horizon 2030. Ce qui m'a marqué, c'est que la population des jeunes de moins de 18 ans en pourcentage ne bougera pas, en nombre, pardon, ne bougera pas dans la population à cet horizon-là, mais par contre, la population des plus de 75 ans passera, je dis les chiffres de tête, de 6,5 millions à 11 millions. Hein, les plus de 75 ans à horizon 2030. Donc aujourd'hui, les projections que nous devons faire, elles ne sont pas simplement dans l'immédiateté du besoin, elles sont aussi dans l'anticipation du vieillissement de la population que l'on côtoie tous au quotidien autour de nous. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore sur ce sujet. Très bien. Et bien donc maintenant...